Bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Bonne année, Emilia Fournier. Bonne année, Chouchane. Pour cette émission-ci, nous continuons à vous présenter des reportages qui ont marqué l'année 2022 et les sujets abordés dans ces reportages seront à suivre en 2023. Voici un reportage que j'ai écrit sur les besoins énergétiques qui ne sont pas suffisants pour le Québec, selon Hydro-Québec. Une solution proposée, rehausser le réservoir de la Manicouagan. Et il y a des obstacles sur cette voie. Que je vais demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages au Québec. Voilà, c'est dit. Le premier ministre sortant veut plus de barrages s'il est réélu. Le Québec veut plus d'électricité. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. Encore une fois, les Inuits de Pessamit sont demandés pour épauler la charge du développement hydroélectrique. Hydro-Québec veut rehausser le réservoir de la Manicouagan depuis 2016. Selon l'ancien chef Jean-Marie Volant, Hydro-Québec a obtenu le permis pour augmenter le niveau d'eau du réservoir. On a dit non, mais là, jusqu'où ça va tenir, là, jusqu'à quand ça va tenir, ça c'est une autre histoire. Hydro-Québec affirme qu'elle opère sous les niveaux d'eau établis au départ et elle veut optimiser l'utilisation du réservoir. Mais c'est pas quelque chose qu'on va rentrer dans la gorge des communautés. C'est pas quelque chose qu'on ferait unilatéralement. Mais une station de recherche du nom de Wapishka fait obstacle. Elle se situe au bord du réservoir de la Manicouagan, dont les propriétaires sont le Conseil de bande de Pessamit et l'UNESCO. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles confirme que le site d'origine de la station Wapishka sera touché en cas de rehaussement de la Manicouagan. En effet, en 2018, la station a privilégié relocaliser une grande partie de ses activités sur un autre terrain en détenant un bail de location. Il demeure certaines installations sur le site du bail d'origine. Marielle Vachon est la chef nouvellement élue de Pessamit. Elle déclare que si Hydro-Québec procède au rehaussement, Pessamit perdrait ses bâtiments de la station Wapishka. Madame Vachon compte aller en injonction à très court terme. Il nous avait proposé 1 million quand tu parles de bail, mais non, on a refusé parce qu'il y aurait le rehaussement, là. C'est comme une cession de droit aussi là-dedans. Là. Québec, le premier ministre du Québec, M. François Legault. Pendant ce temps, le Québec demande plus. La société d'État peut-elle satisfaire ses besoins en énergie au nom de l'environnement et de l'économie? Ultimement, ce qu'on cherche à faire au Québec, présentement, puis vous m'avez entendu là-dessus, là, on n'a aucun projet de nouveaux barrages à court et à moyen terme. On n'est pas là-dedans. Mais Mme Brochu a fait cette remarque avant que le sujet de reconstruction de nouveaux barrages soit abordé par François Legault. Donc, la question reste pour les Inuits ici. À quelle mesure seront-ils inclus dans la conversation future? Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Pessamit. Alors, selon toi, Chouchane, est-ce que l'énergie hydroélectrique est vraiment une énergie verte comme Québec le dit ou comme Hydro-Québec le dit? Il est certain que, après que les barrages hydroélectriques ont été construits et sont installés, il est certain de dire que c'est une énergie verte. Mais lorsqu'on se déplace ou lorsqu'on va sur le territoire, les territoires ancestraux, les infrastructures ne sont pas là au départ. Il faut construire les infrastructures. Donc, il est important de couper. Il est important de couper les arbres qui sont sur le territoire. Il est important d'installer ces barrages-là. Et ça prend du dynamitage, ça prend beaucoup d'infrastructures pour amener l'électricité dans les villes. C'est là que je me pose, où les peuples, les Premières Nations se posent la question à savoir si c'est une énergie verte. Les trappeurs, comme j'ai été rencontrée à Ernie Moses l'année dernière, puis les trappeurs sont dérangés
par ces infrastructures-là. Surtout quand que ces personnes-là ont grandi sur les territoires, ont parcouru leurs territoires ancestraux et quand ils viennent, ces barrages-là viennent sur leur territoire, c'est là qu'ils sont dérangés par ces infrastructures-là. Alors, oui, ils veulent construire des plus grands des barrages hydroélectriques. Quels sont les droits autochtones qui sont présents à Pessamit? Est-ce que ces droits autochtones-là sont respectés en termes de l'histoire avec Hydro-Québec? Dans le passé, la population de Pessamit a fait des recours pour poursuivre la province ainsi que le fédéral à obtenir ces indemnisations-là parce que, selon eux, selon les chefs, d'une décennie à l'autre, un après l'autre, disent qu'ils n'ont jamais eu réellement d'indemnisation suite à ces 13 barrages-là qui ont été construits sur le territoire de Pessamit. Donc, eux aussi, lorsque j'ai rencontré une aînée à Pessamit, elle aussi, elle a été témoin de cette déforestation-là qui a eu lieu sur son territoire ancestral. Et cette immense infrastructure qui est le barrage, la Manic 5, cette immense infrastructure-là aussi, elle l'a vu, sa construction. Puis, elle se rappelle également que la population n'a pas été communiquée, si je peux me permettre de dire, ils n'ont pas eu de message ou le mémo disant qu'il allait avoir un barrage à cet endroit-là. Donc, lorsqu'on va voir cette immensité qui est le réservoir de la Manicouagan, peut-on vraiment dire que c'est une énergie verte, surtout que la faune ou les poissons qui y sont, c'en est encore un autre, à savoir si ces poissons-là consommés sont comestibles. Ça, c'est un autre questionnement à voir aussi. Merci, Shushan. Après la pause, la loi 96 et les défis que les Autochtones font face à la langue française au Québec. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le Québec tente de protéger la langue française pour ses citoyens avec la loi 96. Émilia, tu as écrit sur ce sujet au cours de l'année. Le projet de loi 96 a été adopté par l'Assemblée nationale du Québec en mai dernier. Et le gouvernement répète que cela nuira pas à la protection des langues autochtones. Mais les Autochtones ne sont pas rassurés. Voici ton reportage, Émilia, qu'on va écouter. Le projet de loi 96 a été rencontré avec des démonstrations à Montréal et Kahnawake menant à son adoption. Ça exige une plus grande compétence en français par les immigrants et les étudiants de cégep et limite l'utilisation de n'importe quelle langue autre que le français dans les tribunaux et les milieux de travail, sauf en cas de nécessité absolue. It's a matter of time before we lose the presence of French in Quebec. Le gouvernement Legault dit que le projet de loi 96 préviendra le déclin du français, mais les Autochtones à travers la province disent que ce sont leurs langues en danger. French is not being threatened by us. It's the French that are threatening us. Les Mohawks, Cris et Inuits au Québec ont été forcés d'apprendre l'anglais, pas le français, au pensionnat. Même si plusieurs membres de ces communautés ont appris le français comme troisième langue, les communautés comme Kahnawake fonctionnent surtout en leur langue autochtone et en anglais. Tanya Perron est membre du Conseil Mohawk de Kahnawake. Elle s'inquiète de l'impact de la loi 96 sur les procès juridiques. The vagueness, the ambiguity, the discretion that's under that section is very concerning to me as, in my position right now as a political leader in the community, but also as a lawyer. Ça nécessite que les organismes soumettent tout document à la Cour en français, qui rajoute des coûts et des délais pour les services de traduction.
Perron dit que ceci pourrait ralentir les soumissions urgentes, telles que les injonctions ou des ordonnances de protection de l'enfance. If you have to do that and it has to be done quickly, and you have to provide those proceedings or pleadings or whatever it is in French, there's going to be delays. So what happens with the child while those delays are running? Elle s'inquiète que des parents vont envoyer leur enfant à l'extérieur de la communauté pour l'éducation française au détriment de leur apprentissage de Kanien'kehá:ka, la langue Mohawk. Our language and culture will be eroded because we're forced to choose between it and becoming proficient in French to survive within this province. Des étudiants de Kahnawake ont protesté la semaine passée, craignant que la loi découragera les jeunes Mohawks de poursuivre les études postsecondaires au Québec. Harriet Kalutak du Conseil scolaire du Nunavik a des inquiétudes similaires. Not only will they have to leave their homes, but they will have to leave their province if they want to continue their education in English. Alors que les Inuits ont le droit d'enseigner l'Inuktitut comme langue première sous la Convention de la baie James, les étudiants Inuits doivent déjà quitter leur petite communauté pour aller à l'école postsecondaire et doivent donc apprendre le français académique au cégep, selon la nouvelle loi. They're repeating what was done 50, 60 years ago when we were forced to not to speak our language in classrooms, and we got punished for it. For speaking in Inuktitut. Les Autochtones qui parlent français comme langue seconde sont aussi déçus par le projet de loi 96. Pour une société qui est minoritaire en Amérique du Nord, il me semble qu'il aurait pu faire un petit peu plus d'efforts pour essayer de comprendre les préoccupations d'une autre minorité dans cette minorité. Alors, je trouve ça regrettable. L'APNQL s'est aussi montré en opposition au projet de loi, chef Ghislain Picard disant que le Québec fait un grand pas en arrière. Le ministre Yann Lafrenière dit qu'il a rencontré des chefs autochtones et poursuivra le dialogue. As you know, Bill 96 have been approved today, yes, but it's a matter of about 2 years to put that in place. So we still got time in front of us. We want to find a solution, a workable solution, a practical solution. So my offer is to work with First Nations to find solutions for them. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Selon toi, Emilia, quels sont les défis rencontrés par les communautés autochtones face à la loi 96? Parce que les communautés autochtones anglophones font face à ce défi, mais les communautés autochtones francophones aussi font face à ce défi. Oui, certainement. Alors, ce que la loi 96 est vraiment en train de pousser, c'est avoir le français comme la langue unique officielle du Québec. Et ce qui légalement entraîne avec ça, c'est que comme les étudiants qui veulent aller au cégep, ils doivent maintenant prendre plus de cours de français. Il y a certains emplois comme publics que maintenant ils doivent pas, ils n'ont pas le droit de vouloir qu'ils parlent une langue autre que le français, qui fait en sorte que les services vont peut-être être moins disponibles en anglais. Et pour les communautés anglophones et francophones, ils sont en train de mettre en priorité leur langue maternelle. Et les communautés anglophones ont déjà à vraiment franchir le seuil de protéger leur propre langue. Puis maintenant, on s'attend qu'ils apprennent une autre langue coloniale pour être capable d'aller à l'université ou pour être capable de devenir juge ou quoi que ce soit à la province du Québec. Donc, c'est vraiment ça. Il est censé d'avoir une loi sur la protection des langues autochtones à venir. On verra ce qui se passe avec ça. Merci, Emilia. Merci, Shushan. Au retour, l'enjeu territorial entre les Inuits et les Wendat. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette année, nous avons écrit un reportage touchant au sujet des terres ancestraux, un conflit territorial procrastiné pendant des années entre Mashteuiaks et Wendake, détruisant ainsi le terrain d'une femme Innu qui rêvait à son chalet dans le secteur Launière,
dans le parc des Laurentides, à 1 heure de Québec. Une mise en demeure a été envoyée à la nation Huron-Wendat. Allons revoir ce reportage qui a été vu 74 000 fois sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose. C'est quelque chose d'avoir fait ça. Claudie Paul, une Innu de Mashteuiatsi, est consternée à la vue de ce qui allait devenir son havre de paix. C'était plat, là. Ça, on voit qu'il y a d'autres trous là-bas. C'est la dévastation. Son terrain était prêt à accueillir son chalet à la fonte des neiges. Puis, le 4 juin dernier, un avis a été laissé par le Conseil de la nation Huron-Wendat disant « Veuillez prendre note que vous n'êtes pas autorisé à vous installer sur notre territoire, le Nihon-Tsio. » Fait que mon fils était de défaite, là. Parce que mon fils a beaucoup travaillé sur le terrain. Il est opérateur de pelle, fait que là, c'est ça. Là, il m'a envoyé des photos, puis j'ai dit, c'est inacceptable, je pouvais pas rester silencieuse à ça. En réaction à la controverse, la nation Huron-Wendat a été conviée à une assemblée publique à Wendake. Le grand chef et les chefs familiaux ont présenté l'ensemble du dossier sur l'affirmation territoriale. J'en ai convenu avec le chef Dominique de ne pas créer de tension sur le territoire. Je pense que c'est extrêmement important à ce moment-ci. Puis laisser aller la discussion. Puis il faut que les gens demeurent diplomates dans tout ça. On a chacun des interprétations. Puis il y a un choc. Hein? Puis je suis convaincu qu'on est capable de régler cette situation-là. La nation Huron-Wendat est préoccupée par une entente de principe appelée EPOG. Un futur traité entre le fédéral, le provincial et initialement 4 communautés Innu, dont le Nitassinan de Mashteuiatsi en vert et en bleu, la partie sud-ouest mentionnée dans l'époque de 2004 qui stipule selon la carte que Wendake est en territoire Innu. Le fédéral a toujours été, toujours là, étant, on met ça avec des guillemets, là, depuis le jugement en 2014 qui ordonnait de définir le territoire que devrait couvrir les POG. Il y a eu quelques réunions, même pas une par année, qui a été tenue par le fédéral avec notre Première Nation. Donc, on dénote là de la mauvaise volonté. C'est clair, là. À la sortie de l'Assemblée publique, APTN est allé à la rencontre des membres pour connaître leur opinion. Comme grand chef Vincent disait, on peut pas juste être « t'es chez nous, je suis chez vous, je suis chez nous, t'es chez vous ». Il faut être capable de s'asseoir 2 minutes, de dire « bon, on arrête-tu de léguer des terrains pendant un certain temps, autant de votre côté que de notre côté, puis on s'assoit, puis on discute. Si c'est ça, tant mieux. Si ça fonctionne, tant mieux. » Toutes ces roches-là, c'était pas là, puis il y en a même, je sais même pas, ils viennent d'où. Parce qu'il n'était pas sur mon terrain. Pour Claudie Paul, il est important de s'intéresser aux négociations territoriales et que c'est de la responsabilité de la population de s'y intéresser. Elle affirme vouloir faire partie des négociations. Les gouvernements, il ne faut pas attendre après le gouvernement du Québec pour protéger nos droits. Il ne faut pas attendre après le fédéral, encore bien moins. Fait que je pense qu'il faut se parler, il faut s'entendre, puis après ça, on s'assit à ces tables-là, avec un discours franc et commun. Moi, je pense que c'est vers ça qu'il faut aller, parce que le gouvernement n'a aucun intérêt. Hein, le gouvernement doit être content là, de ce qui se passe présentement. Marc Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, reconnaît les impacts du colonialisme. Il ajoute que l'historique et la réalité de cet enjeu ne sont pas limités à ces 2 communautés. Donc, quand on questionne, puis on se pose la question, c'est quoi le rôle du fédéral ou bien du gouvernement du Québec, on est là pour, comme tout le monde, d'essayer de promouvoir le vivre ensemble. Évidemment, la destruction de biens, c'est quelque chose de très préoccupant. Gilbert Dominique, chef des Pequagami-Onuats, affirme qu'il n'y a pas de chevauchement de territoire. Cette expression sous-entend une frontière. Pour lui, dans le passé, les familles occupaient le territoire en zone de partage. J'ai partagé au grand chef hier mais avant de faire ce pont-là, ce que nous souhaitons, là, c'est que la nation Wendat répare les dommages qu'ils ont causés là, à nos 2 membres de notre Première Nation. Ils n'avaient pas à subir ces actes de vandalisme. Tu sais, gars, il y a un autre tranché ici, là. Paul espère que la nation Huron-Wendat procédera à une remise en état de son terrain. Étant une maman et une grand-maman, elle espère également que les discussions mèneront à des solutions afin que la situation ne se dégrade pas sur le territoire. On va de l'avant, mais c'est sûr que moi, c'est chez nous. Je veux dire, il n'est pas dans l'état
souhaité, mais ça demeure pas moins que j'ai travaillé, puis c'est mon terrain. Un reportage de Chouchane Bacon et Emilia Fournier, nouvelle nationale d'APTN, dans le Nihoncio et ou le Nitassinan. Alors, Chouchane, qu'en est-il de l'enjeu entre les Huron-Wendat et les Inuits avec la question territoriale? Le sujet est très sensible, je te dirais, Emilia. C'est difficile d'obtenir des réponses auprès de la nation Huron-Wendat. Les Wendat revendiquent, j'aime pas beaucoup le mot revendiquer, mais c'est le mot utilisé par tous. Les Huron-Wendat revendiquent ce territoire-là, la partie sud-est, non, excuse-moi, c'est la partie sud-ouest du territoire. Puis, la nation Innu, et même plus spécifiquement la communauté de Mashteuiatsi, revendique également cette partie sud-ouest-là. Ça fait des années que ça traîne, ça fait des années que c'est en pourparlers. Les communications se font avec le fédéral. Et il y a même eu une entente qui a été signée en 2004, l'époque qu'on appelle, avec la nation Innu. À l'époque, ils parlaient de Mashteuiatsi, Pessamit, Esipit et Natashquan. La signature a été faite avec la province du Québec et le Canada. Puis ensuite viendra un fameux traité qui va être signé dans quelques années, je dirais, parce qu'il y a consultation aussi, parce que ça a un lien avec le conflit en tant que tel. Donc, les Huron-Wendat disent de leur côté qu'ils ont parcouru, qu'ils ont vécu sur ces territoires-là, et même ils semblent dire qu'ils ont été les seuls. C'est ce que Mashteuiatsi dit contrairement, qui est contraire aux Huron-Wendat. Mashteuiatsi dit que eux, ils ont parcouru ce territoire-là ensemble. Donc, traité à venir, toujours en discussion. 2023 va être les consultations de ce traité-là auprès de leur population vont être entamées. Donc, on parle des communautés de Mashteuiatsi, on parle de la communauté d'Esipit et de Natashquan. Pessamit s'est retiré au cours des années. Ça va prendre 2 ans. 2 ans de consultation avant qu'un traité ait lieu. Mais il y a aussi un mais dans cette histoire-là, parce que la nation Innu n'est pas vraiment tout à fait d'accord avec le traité qui est en train d'être finalisé avec les 3 autres communautés. Eux aussi, ils veulent entendre parler du contenu des traités aussi, parce que eux aussi partagent, se voisinent, les territoires se chevauchent, donc eux aussi sont touchés par ce futur traité-là, dit moderne aussi. Merci beaucoup, Chouchane. C'est ce qui conclut le bulletin Nouvelle nationale d'APTN. Je m'appelle Chouchane Bacon avec ma collègue Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Nous vous souhaitons une très belle année 2023.